Eh bien, je vais vous proposer d'attaquer la deuxième partie de notre matinée. Je vous avais dit qu'on aurait l'intervention de deux écoles. Donc, nous allons donc continuer avec l'École nationale supérieure de technique avancée. Et donc, je vais passer la parole dans un premier temps tout de suite à Omar Hamami. Alors, Omar Hamami est professeur de l'ENSTA Paris. Il est chef du groupe ingénierie système, donc c'est un spécialiste en système complexe, en système embarqué, multiphysique et spécialiste en MDAO, en Multidisciplinary Analysis and Optimization. Aussi bien sur des applications civiles que militaires. Et puis, Omar Hamami est aussi, en outre, vice-président de l'Association française d'ingénierie système. Bien, d'abord un grand merci à Dominique pour avoir introduit le domaine. Ça a été extrêmement utile pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le domaine d'ingénierie système. Donc un peu dans le même esprit, ici, on s'est entendu avec David pour faire une sorte d'échantillonnage de nos activités et de parler un peu de la philosophie avec laquelle on parle de ce sujet. Donc on a pris l'exemple des essaims hétérogènes de robots terrestres et drones, parce qu'il est clair que dans le cadre de l'IP Paris, c'est l'ENSTA qui a développé une compétence certaine en robotique, et en particulier dans la mise en œuvre de plateformes réelles dans le terrain, puisque l'ENSTA participe au Challenge Coroma, déjà pour 2 éditions, et sera impliqué dans la 3e. Donc on est dans un cadre ouvert avec retransmission sur Internet. Donc les données ne sont pas confidentielles et pour ceux qui seront intéressés, on pourra parler en tête-à-tête. Donc on prend comme exemple un problème qui est le problème des essaims hétérogènes de robots de terrestres et drones et un peu montrer dans le cadre de cette chaire comment on peut passer de ce qui est de l'activité strictement académique à une activité qui est plus reliée avec toutes les parties prenantes. Donc globalement, l'idée c'est que si on veut réaliser des tâches et des missions, on aura besoin de plusieurs robots, ce qu'on va appeler du MRS, des systèmes multi-robots, qui seront privilégiés par rapport à une activité basée sur un seul robot. Alors, en gros, il y a deux grandes catégories de coopération entre les robots. On a ce qu'on appelle la coopération intentionnelle. Alors, si tu avais un truc qui s'accrochait, ça serait mieux. Et la coopération émergente. Et donc, dans le cas de la coopération intentionnelle, le problème devient plus difficile parce qu'en fait, il y a un ensemble hétérogène de robots, terrestres et drones, et on doit affecter des tâches distinctes, sachant que chaque robot est qualifié pour tel et tel type de tâche. Et donc, au final, l'essaim doit coopérer de manière explicite dans l'objectif de maximiser la performance globale de l'essaim par rapport à la mission qui lui a été donnée. Alors, il y a un problème qui est qualifié pour ça, c'est le MRTA. Ça s'appelle l'allocation de tâches pour des multi-robots. Le MRTA est un problème qui est très étudié dans le monde académique. Alors, il y a une taxonomie sur le problème MRTA, suivant que le robot est un robot monotâche ou que c'est un robot multitâche, donc on va parler de ST ou de MT, que c'est des tâches qui sont affectées à un seul robot ou à plusieurs robots, et enfin le côté instantané de l'affectation de la tâche, ou un plan de séquence de tâches affectées à des robots. Alors pourquoi on parle de ce problème-là, qui est un problème académique, mais qui a évidemment des applications industrielles dont on parlera, c'est que d'abord et avant tout, il y a une complexité théorique qui est attachée à ce problème, qui est très importante. Donc je vais souvent parler de problème NP dur ou de NP complet, tout simplement pour comprendre qu'il y a une combinatoire énorme associée à ces problèmes. Donc MRTA a en particulier 2 grands problèmes très connus dans la recherche opérationnelle. C'est le problème de l'ordonnancement des tâches, pour lequel il y a 40 ans de recherche. Il y a le problème du voyageur de commerce, c'est le Multiple Traveling Salesman Problem. Et en fait, il y a le problème de l'allocation de ce qu'on appelle le véhicule routing problem, qui est très utilisé actuellement pour tout ce qui est livraison, etc. Donc, dans ce cadre tel qu'il est précisé là, déjà nous avons affaire à tout un ensemble de problématiques de recherche opérationnelle dont la complexité a déjà été qualifiée et quantifiée et qui sont extrêmement difficiles. Le problème simple, alors là, c'est une image qui est quelques-uns des robots dans lesquels les collègues de l'ENSTA sont très impliqués, donc certains d'entre eux sont dans la salle, qui montrent une diversité de robots, ça c'est un point très important. Et donc, lorsque j'ai des tâches que je dois réaliser dans le cadre de ce travail en dessin, je dois essayer de trouver une affectation de tâches par robot. Et ici, on a le problème d'optimisation combinatoire qui consiste à faire la résolution du problème d'affectation de tâches, qui est ici résolu par un problème de programmation linéaire simple, mais il est mono-objectif et pas multi-objectif. Les choses commencent à se compliquer lorsque je décide de travailler avec des coordinations qui sont avec des types divers.
Alors ça peut être des coordinations avec une coordination centrale forte, ça peut être une coordination lâche, weekly, donc on fait une évolution de la coopération entre des drones et des robots. On peut aussi réfléchir à une coordination hiérarchique décentralisée, c'est l'image en bas à gauche, ou bien aller dans une autre combinaison encore plus puissante, c'est une distribution de coordination distribuée décentralisée. Alors tout ça rentre dans le cadre du Droid 2023, c'est la thématique d'innovation ouverte, vecteurs autonomes et leur flotte, dans lequel il y a évidemment tout un intérêt de ce côté-là. Alors je ne vais pas vous décevoir rapidement, mais ça c'est la conclusion académique qui dit que c'est un problème de recherche fondamentale fort. Ce sont des hypothèses académiques, donc tous les chercheurs qui travaillent dessus prennent des hypothèses académiques, qui publient sur cette base-là. Les scénarios opérationnels qu'ils utilisent sont des scénarios opérationnels académiques. Ils sont basés essentiellement sur des codes, donc la plupart des collègues achètent des robots sur étagère, les programment, les enrichissent avec des éléments optionnels, mais à la base, ils ne conçoivent pas de robots, donc on va considérer ça comme des codes. Il y a de très nombreuses pistes de recherche académique. Là, on vous a montré des schémas, il faut regarder dans la réalité. C'est 40 ans de recherche en robotique sur lesquels on se base lorsqu'on parle d'essaims de drones hétérogènes. Et la dissémination se fait dans le monde et la communauté académique. Et évidemment, on fait toutes les possibilités d'exploitation de l'IA, mais évidemment l'IA dans un cadre académique. Et maintenant, je commence à faire une référence à l'ingénierie système. L'IVVQ, donc ce qui est intégration, vérification, validation et qualification, elle est académique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se poser la question comment la robotique peut passer de l'artisanat à l'industrialisation. Alors, on peut regarder le problème MRTA avec une autre manière et se dire qu'en fait, il y a une définition. Alors, c'est très important en ingénierie système de prendre des définitions dans les normes, parce qu'il y a beaucoup de gens, dont des amis à moi, qui travaillent sur des normes qui sont des normes ISO, dans lesquelles le vocabulaire est très important. Donc, en général, le premier exercice de rigueur et de discipline, c'est de pouvoir utiliser les définitions qu'on utilise dans l'ingénierie système sur la base des normes. Ça, c'est très important. Et donc là, vous avez la définition de la 21840, qui est dans les systèmes des systèmes, qui définit qu'est-ce qu'est un système de système. Et on voit bien qu'ici, on emploie le mot capability, capacité en français, dans l'idée qu'un système de système, c'est une combinaison de systèmes qui permet de fournir une capacité non fournissable par un système seul. Donc maintenant, on regarde le MRTA non plus comme un problème purement académique, mais on se dit qu'on peut regarder le MRTA comme un problème de système avec application défense. Alors quand je suis dans un système de système défense, cette fois-ci, je ne suis plus dans cette petite bulle académique où il y a des sociétés savantes, l'I3E, l'ACM et le SIAM, dans lequel les gens publient et sont entre eux. Là, je rentre dans un autre domaine, puisque là, je touche évidemment la DGA, le ministère des Armées, mais aussi l'OTAN. Et puis, d'un point de vue normatif, il y a l'ISO, donc l'ISO, qui est là absolument essentiel à prendre en compte. Pour la simulation, je dois en prendre en compte des bodies comme le CISO, qui garantit l'interopérabilité des systèmes de simulation. Et puis, évidemment, les sociétés comme l'INCOSI, l'AFIS, qui ont déjà été citées. Et enfin, les industriels, la BITD, pour comprendre que le problème MRTA n'est plus un problème strictement académique, mais il se plonge dans un cadre plus large. La philosophie qui est défendue à l'ENSTA depuis de très nombreuses années, c'est de considérer que 3 domaines sont absolument indissociables. C'est l'ingénierie système, la simulation et la recherche opérationnelle. Alors en fait, le problème général de la conception d'un système complexe, alors je rappelle qu'il n'existe pas de définition formelle d'un système complexe. Vous ne trouverez aucune norme dans laquelle le système complexe est défini. Donc le mot n'existe pas dans les normes. Mais globalement, l'ensemble de la conception d'un système complexe doit être vu comme un problème d'optimisation multi-objectif, c'est-à-dire que globalement, j'essaie d'atteindre une certaine qualité Q avec un ensemble de ressources R et un certain temps T pour réaliser ce système. Alors c'est un problème d'optimisation multi-objectif et par définition, par les aspects mathématiques, il n'accepte pas d'optimum global. Donc c'est-à-dire, quand je suis en architecture des systèmes complexes, il n'existe pas d'optimum global. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un front de Pareto, c'est-à-dire un sous-ensemble d'architecture pour lequel il y a des variabilités suivant les objectifs que je me suis donnés. Alors à la DGA, il y a ce qu'on appelle le projet ISS, c'est le projet ingénierie système et simulation. Au départ, c'était le projet ingénierie système et puis la simulation s'est rajoutée. C'était piloté par le pôle système de la DGA. Et là, actuellement, effectivement, moi j'ai été souvent un peu partisan de pousser le projet ISS vers ISSRO, c'est-à-dire rajouter, mais au niveau du LTO et du cathode, il y a une activité au niveau de la recherche opérationnelle et d'optimisation mathématique qui est importante et qui se joint à ces questions-là.
À partir du moment où j'ai établi que le problème de la conception d'une architecture de système complexe est un problème d'optimisation multi-objectif, je n'ai pas d'autre échappatoire que de considérer que la résolution de ce problème doit être automatisée. C'est-à-dire l'automatisation de ce problème-là doit passer parce qu'il y a une combinatoire qui est extrêmement importante, il est absolument impossible de faire de l'évaluation exhaustive, donc on doit passer par l'automatisation entre tous les différents aspects et introduire toutes les techniques d'optimisation mathématique multidisciplinaires qui pourront m'aider à résoudre ce problème-là. Donc ça implique que tous les processus et les flows que je vais utiliser sont des flows sans rupture, donc je vais essayer d'éviter tout ce qui est flow dans lequel je colle des bouts de code à droite et à gauche, je vais essayer de chercher des guichets uniques. Alors l'optimisation, c'est d'abord et avant tout l'optimisation dans les coûts et les délais, mais l'optimisation de l'architecture. Alors comme vous le savez, l'actualité nous est particulièrement dure. La France, je le rappelle, a 3 trilliards de dettes et on vient de voir actuellement qu'il va y avoir un déficit de 5,7 en 2025. Et donc tout ce qui est autour des budgets va devenir absolument prépondérant dans la conception des opérations d'armement. Et donc en particulier, comme vous avez pu le voir récemment, on a demandé 10 milliards d'euros d'économies à Bercy. Et là, on est déjà garanti de 25 milliards d'économies l'an prochain. Donc la loi de programmation militaire qui a été mise en œuvre, on n'a pas de garantie au vu des tendances et des contraintes budgétaires que les choses se réaliseront dans les temps. Donc au niveau de la DGA, il y a ce qu'on appelle la fresque d'ingénierie système. C'est ce qui permet de piloter les opérations d'armement, auxquelles on rajoute les opérations d'investissement et la simulation. Alors pourquoi l'architecture des systèmes complexes? Et je remercie Dominique. Bon, évidemment, il y a de plus en plus l'utilisation de systèmes collaboratifs pour obtenir les capacités. C'est une pratique indispensable pour l'ingénierie du système de défense. Il y a beaucoup de travaux capacitaires autour de ça. On essaye de rechercher les effets militaires escomptés, les chaînes fonctionnelles, les éléments, les ECC, les éléments clés de conception. On a une complexité sans cesse croissante des systèmes d'armes. L'ingénierie système est absolument indispensable en la matière, donc je rejoins ce qui a pu être dit. On rentre de plus en plus dans une approche de système. Il y a une capitalisation sur Scorpion. On va passer sur Titan. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de la DGA qui vient en parler. Et il s'agit effectivement de maîtriser un ensemble de moyens connectés. Donc que ce soit le SCAF, que c'est Dassault Aviation, ou MGCS, côté KNDS. Donc on rentre dans cette question-là. Mais pour information, je vous informe que je suis sollicité par des groupes qui sont hors défense, qui sont absolument intéressés par maintenant appliquer les approches système de système, et en particulier la construction. Donc Bouygues, Vinci, Veolia sont absolument très intéressés pour mettre en œuvre des techniques issues de la défense pour l'optimisation. Donc je rappelle que derrière la partie ingénierie système, il y a l'ingénierie système, on va dire strictement académique, et il y a l'ingénierie système dans lequel l'objectif c'est d'optimiser les coûts, les délais et la qualité. L'ingénierie système éthérée, pour nous en tout cas de mon côté, n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'ingénierie système pour pouvoir optimiser les coûts, la qualité et les délais dans les opérations d'armement qui nous intéressent. Associé à l'ingénierie système, dans ce triptyque qui a été indiqué, il y a la simulation. Alors il y a 2 cadres d'emploi au ministère des Armées et dans la Défense. Il y a ce qu'on appelle la simulation opérationnelle pour les forces. Donc c'est tout ce qui est préparation opérationnelle, l'appui aux opérations et préparation de l'avenir. Et puis il y a la simulation technique, ou simulation pour l'acquisition, qui est le support de l'ingénierie DGA. Et le point central sur lequel je veux mettre l'accent, c'est la question de l'évaluation des architectures. Quand je travaille au niveau architecture-système, mon rôle, mon objectif, c'est de mettre en évidence un ensemble d'architectures potentiellement de solutions. Une fois que j'ai dit ça, je passe à la phase suivante qui c'est l'évaluation des architectures. Or, l'évaluation des architectures va se faire par des moyens de simulation qui peuvent être très coûteux, très longs, et donc il est hors de question de faire une évaluation exhaustive à ce niveau-là. Donc ce que vous voyez sur l'écran, ces petits points, ça c'est un exemple simple d'ensemble de configurations possibles d'architecture, sachant que j'ai 2 objectifs à optimiser, un objectif F1 et un objectif F2. Il est évident que dans les systèmes d'armes actuels, on n'est pas avec 2 fonctions d'objectifs, on est avec N fonctions d'objectifs. On est dans des problèmes d'optimisation multidimensionnelle. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Et ce que je recherche, ce sont ces points rouges, c'est ce qu'on appelle le front de Pareto. Ce sont les meilleures architectures par rapport aux architectures qui sont en couleur noire. Donc on parle de dominance, donc les points rouges dominent les points noirs. Dans la pratique, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de possibles configurations derrière tout ça. Donc mon objectif à moi, c'est à travers l'architecture et l'évaluation d'architecture, c'est de mettre en évidence ce front de Pareto et le soumettre à la hiérarchie pour accord et après
interaction avec les industriels pour la mise en œuvre de tout cela. Donc ce sujet-là est un sujet, généralement d'un point de vue mathématique, de l'optimisation multi-objectif. Les académiques ne sont pas nécessairement familiers avec deux types de simulation. La première, c'est la simulation technico-opérationnelle et la deuxième, c'est la simulation technico-fonctionnelle. Donc il faut se mettre dans la pratique de l'armement et lorsqu'il y a des opérations qui sont en cours, essayer d'établir au départ ce qui va être une simulation technico-opérationnelle de combat. Et c'est là, cet impact-là, un impact direct sur ce qu'on va appeler la IVVQ par la suite, c'est-à-dire prendre en compte de véritables scénarios opérationnels pour pouvoir valider les architectures que j'ai proposées. Pour rappel, nous avons tenu il y a 5 mois, en collaboration avec le CE2S, l'IX et l'ENSTA, les tutoriels de la simulation de défense qui se sont tenus dans Dry Center. Il y avait 150 personnes et qui avaient été extrêmement intéressantes et très riches. Donc voilà, c'était une communauté qui doit se rapprocher de la communauté d'ingénierie système et à mon avis aussi de cette chaire. Côté DGA, il y a ce qu'on appelle la 1618, c'est une instruction ministérielle qui est l'instruction ministérielle qui actuellement pilote les opérations d'armement. Alors cette approche capacitaire est importante à prendre en compte si on veut travailler avec les gens de la DGA ou avec le ministère des Armées, c'est qu'il y a une démarche d'ingénierie système, une démarche capacitaire qui est prise en compte lorsque je me traite un problème quelconque ou une opération d'armement quelconque. Et donc là, on voit ici la partie capacitaire en rose et la partie opération d'armement en jaune. Et c'est vrai que d'un point de vue académique, on se retrouve plus souvent dans la partie analyse de la valeur système et que cette partie qui précède n'est pas nécessairement familière ou prise en compte lorsqu'on est en train de travailler dessus. Je me permets de faire une référence à une excellente doctorante qui a eu son doctorat depuis, Lorraine Brisacier-Porchon, qui a été de chez KNDS, et ça montre aussi les très bonnes relations qu'on a eues avec KNDS, et qui a été, dans le cadre de sa thèse, la première à s'intéresser à l'optimisation depuis les cadres d'architecture NAF. Donc en fait, à la DGA, lorsqu'on utilise les approches capacitaires, on fait de la modélisation avec les cadres d'architecture OTAN NAF. À l'heure actuelle, au niveau de la DGA, c'est le NAF 3.1, et l'idée, c'est de passer à NAF 4.0, mais les outils, comme les outils utilisés à la DGA à MegaOPEX, sont basés sur ce cadre d'architecture. L'idée, c'est de faire, comme on recherche des flows sans interruption, il s'agit depuis d'un cadre d'architecture qui est à la base, qui est le départ de cette modélisation d'opérations d'armement, descendre à travers tout un processus sans rupture jusqu'aux aspects physiques, architecture physique, optimisation et modélisation de ces aspects physiques. Donc ici, vous voyez sur la partie gauche, doctrine endoctrinement, organisation ressources, avec ces boucles d'itération, et partout l'optimisation se trouve, à tous les niveaux et entre les niveaux. Il y a une référence qui a été faite au MIC tout à l'heure. Le MIC, nous, on connaît, on a déjà travaillé avec les gens de Renault, avec l'IRT Systemix, et on se l'est approprié dans le cadre défense. Et c'est ce que vous voyez ici sur le slide en bas. Vous voyez le MIC. Donc l'idée de faire des cartes d'identité de modèles multi-résolution, multi-niveau, permet de pouvoir agréger des modèles extrêmement rapidement sous les contraintes de ressources et de temps. C'est-à-dire, dans la pratique, si j'ai une certaine durée de simulation que je ne peux pas dépasser pour des raisons de coût, je ne peux pas me permettre de manière archi-classique un modèle très détaillé de cette simulation. Donc, je vais prendre des modèles approchés. Donc, cette hiérarchie d'approximation, c'est ce qui me permet, suivant les contraintes et les ressources que j'ai, de pouvoir lancer des évaluations d'architecture. Donc, vous pouvez discuter avec Lorraine à la pause ou après. Elle pourra donner davantage de précision en la matière. Le cas d'architecture NAF, ça a été un peu invoqué par Dominique, c'est la notion de vue. Donc ces notions de vue, elles sont absolument essentielles pour pouvoir cadrer le problématique qui m'intéresse. Nous, on a, au niveau de l'ENSTA, mis l'accent sur l'idée que tous les outils que nous allons utiliser sont des outils qui sont en relation avec la pratique de l'industrie et de la DGA. Donc en l'occurrence, là, dans ce cas particulier, c'est l'outil 3D Experience. Et c'est vrai que beaucoup de travaux qui ont été faits par Lorraine ont été faits dans le cadre MegaOPEX initialement, mais aussi dans le cas 3D Experience. Donc dans le cas 3D Experience, il est possible de pouvoir faire de la modélisation NAF. Vous avez ici la partie du processus. Alors les gens de Dassault Systèmes sont ici. Je ne fais pas de pub, mais je tiens quand même à préciser que la guerre des logiciels, c'est aussi une guerre économique. Nos amis sont aussi nos amis, mais de temps en temps, ce ne sont pas toujours nos amis. Et donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir permettre d'accélérer les processus. En l'occurrence, on a la chance d'avoir un éditeur logiciel avec qu'on appelle Turnkey Solution, qui nous permet de passer des parties d'architecture système de système jusqu'aux aspects physiques et implémentation.
Donc là, je vous donne un exemple de l'approche Magic Grid qui existe chez Dassault Systèmes. On ne va pas rentrer en détail, mais dans lequel on peut voir avec les parties exigences de capacité, les aspects opérationnels, comment mettre en œuvre ces approches-là. Et on voit qu'ici, on peut descendre jusqu'aux aspects physiques, dans lesquels on fait de la simulation multiphysique associée à ça. Vous avez ici un exemple de... Alors le problème du MRTA fait l'hypothèse que les robots et les drones sont des COTS. Est-ce que le problème admet toujours une solution pour un objectif donné? La réponse est non. Si je prends ce qui existe sur le marché en tant que drone et en tant que robot terrestre, et si j'ai une mission particulière avec des essaims de drones et de robots, les caractéristiques physiques de ces robots et de ce drone peuvent ne pas me donner la solution qui m'intéresse. Et donc du coup, mon intérêt est de pouvoir concevoir mes propres robots et de pouvoir au moins concevoir ou adapter des robots existants. Donc ce que vous voyez ici, c'est un flow NSTA qui est basé sur de la MDAO, donc l'optimisation multidisciplinaire du multiphysique, qui va jusqu'à la fabrication additive. Donc on a la chance à l'ENSTA d'être dans une école multidisciplinaire, dans laquelle il y a une très forte historique d'un point de vue mécanique, des moyens, et donc on a utilisé les moyens qui existaient en termes de fabrication additive au département de mécanique, mais il y a aussi une impression 3D métal qui a été financée par la DGA, qui se trouve à l'X, qui a été exploitée dans le cadre de la fabrication d'éléments de robotique. Donc on a fait du reverse engineering sur un produit commercial et on a pu faire beaucoup moins cher, mais on pourra ça faire off the record. Ce que vous voyez sur l'image en bas à droite, c'est ce qu'on appelle une XDSM, hein, donc c'est le Design Structure Matrice, et nous avons des spécialistes de l'IRT Saint-Exupéry qui sont aujourd'hui ici. L'intérêt majeur de la robotique, c'est aussi de faire de l'expérimentation, et on apprécie beaucoup dans le droïde le fait de faire de l'innovation par l'expérimentation, parce que sur le papier, la robotique, ça marche toujours. Une fois que c'est sur le terrain, ça ne marche plus du tout. Et on a la chance d'avoir ces collègues qui font ce retour d'expérience. Lorraine a démontré sur des robots Husky qui viennent du Canada et ailleurs, que la plupart des datasheets ne sont pas conformes. Donc on les a martyrisés, on les a testés dans ce qui était censé être leur plage d'exploitation et ils n'ont pratiquement répondu à aucune des spécifications. Donc la dépendance aux COTS est extrêmement dangereuse et il est très bon de pouvoir maintenir ses propres compétences. Voilà, ça c'est un peu. Quelques extensions sur mon intervention avant de laisser la parole à David. Alors l'IA. Alors oui, l'IA, c'est du fun pour les académiques. On peut faire des tas de choses avec l'IA. La problématique de la coordination, c'est un problème par excellence pour l'IA, mais on ne sait pas en ingénierie système faire de l'IVVQ avec de l'IA. Et ça, c'est clair et net, hein, d'un point de vue ingénierie système et industriel de défense. Je ne les vois pas qualifier des systèmes dans lesquels il y a de l'IA embarqué ou qualifier des systèmes dans lesquels il y a de l'IA dans des systèmes critiques. Alors, je sais qu'il y a des drones kamikazes que la DGA vient de commander à DLR, mais même un drone kamikaze, il a un minimum de certification avant d'être utilisé. Donc, globalement, l'IA, oui, c'est dans le radar. Et j'indique deux organismes, donc l'AFIS et l'INCOSI, dans lesquels il y a un comité technique qui travaille sur l'intégration MBSE-IA. Mais encore, je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux derrière. On aura une présentation, je crois, de l'X après. Il y a des startups qui travaillent au niveau ISO sur la partie vérification formelle de l'IA, mais on est encore très très loin de pouvoir intégrer de l'IA avec l'ingénierie système et un système des systèmes de manière sûre. Nous sommes à l'école polytechnique, alors je ne sais pas s'il faut garder le mot polytechnique ou multidisciplinaire, mais en fait, on rentre dans l'ère des ingénieurs systèmes multidisciplinaires. C'est le Graal, en fait. L'ENSTA est une excellente école en la matière, puisque voilà, on a poussé les gens dans la spécialisation à outrance, et en fait, les problèmes que nous avons tous, les vrais problèmes, ce sont tous des problèmes multidisciplinaires. Et en fait, le mot multidisciplinaire est incorrect, c'est le mot interdisciplinaire qu'il faut garder. La multidisciplinarité en silo, sans interaction, n'a aucun intérêt. Le véritable problème, c'est de devoir traiter l'interdisciplinarité. Il y a des gisements absolument extraordinaires à ce niveau-là. Donc on a besoin de gens qui ont une discipline, une connaissance multidisciplinaire large, de la mécanique, de l'électronique, des systèmes embarqués, des mathématiques, beaucoup de mathématiques et d'optimisation, absolument certain. Avoir aussi cette pensée système, ce qui est absolument essentiel, voir les choses avec une vue système plutôt qu'avec une vue. Donc la robotique, c'est le fameux éléphant dans la pièce. Il y a des gens qui publient en touchant une partie de l'éléphant et repeaté ad libitum. C'est pour ça que je parle du passage de l'artisanat vers l'industrialisation. Un slide rapide sur les formations en ingénierie système à l'ENSTA. Donc en fait, il y a deux types de formations. Il y a le cursus ingénieur. Donc dans le parcours robotique de 3A que je pilote avec David,
Ça fait maintenant 8 ans qu'on enseigne le MBSE à l'ENSTA. On a commencé cette année avec une extension système de système, et dans lequel les élèves travaillent sur des projets de drones, de robots, et initialement sur la spécification de Uber sur leur taxi volant. C'est un document d'à peu près 60 pages, le VTOL, dans lequel les étudiants devaient décortiquer ça et passer à une modélisation système. J'ai été un peu moteur dans l'introduction de l'ingénierie système pour les mécaniciens. Alors je rappelle que l'ENSTA, c'est d'abord et avant tout, dans sa génétique, la mécanique. Et s'il y a une population qui est effectivement relativement réfractaire à des approches d'ingénierie système, c'est bien les mécaniciens. C'est vrai aussi dans les industries. Je ne vais pas les citer les unes après les autres, mais faire de l'ingénierie système entre nous, entre informaticiens, électroniciens, vétroniciens, c'est sympathique, mais aller casser le carcan des mécaniciens, ça c'est autre chose. Donc le résultat, c'est que parfois il y a de la frustration dans le MBSE, mais parce que cette frustration vient du fait qu'il n'y a pas de continuité vers les autres disciplines. Quelqu'un qui fait du MBSE et qui est dans la mécanique des fluides, la mécanique des structures ou dans le blindage, etc., lui, il doit avoir un lien direct. Et c'est ça l'importance d'avoir des outils intégrés, c'est de pouvoir passer de la partie ingénierie système jusqu'aux outils auxquels ils sont familiers en termes d'évaluation, d'optimisation multiphysique. Sans ça, effectivement, il n'y voit pas d'intérêt. C'est un faux débat de dire que le MBSE n'est pas adoptable. Il doit au contraire progresser davantage dans les entreprises et toucher tous les secteurs physiques associés. Donc dans ce parcours mécanique, ça fait depuis 5 ans qu'on fait du MBSE, mais associé à de la MDAO, et donc en fait ils font de l'optimisation multidisciplinaire. Les élèves mécaniques de l'ENSTA n'étaient pas formés à l'optimisation, et en fait ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à partir du moment où j'ai une grande combinatoire et une complexité, le fait d'avoir un ingénieur dans la boucle devant un écran, c'est mort, hein. C'est-à-dire, en gros, il faut automatiser l'optimisation des modélisations mécaniques et simulations mécaniques, et l'ingénieur doit poser le problème et poser les processus et les outils. Et donc, on a pu réaliser avec les élèves des parties de drones qui ont été fabriquées, faire des tests de vibratoire, des tests acoustiques. On avait fait des modifications sur les pattes de drone pour des atterrissages plus ou moins sévères, et donc tout un travail autour des choix des matériaux. Je ne m'en occupe pas, mais à l'ENSTA, il y a des formations en première année et deuxième année sur la sensibilisation en ingénierie système, et il y a de la formation en apprentissage autour des outils 3DS. Je suis responsable depuis 14 ans de la formation continue pour les cadres de la DGA. C'est une formation de 29 jours, c'est la formation la plus lourde, hein. C'est de février à juin, ils sont d'ailleurs actuellement à l'ENSTA. Et on passe une année sur 2 à faire des travaux pratiques à Eurosatori, c'est-à-dire à vérifier sur le terrain les engins blindés et voir comment ils perçoivent la conception de ces systèmes. Je tiens à remercier tous les vacataires de l'industrie qui collaborent et qui contribuent à ces enseignements. Thales, Safran, MBDA, KNDS, Naval Group, qui ont toujours répondu présent et qui fait la richesse justement de ces formations de l'ENSTA. Et actuellement, nous avons des tuteurs. Voilà. Donc moi, je terminerai avec cette conclusion. L'architecture des systèmes complexes, alors je rappelle que système complexe n'existe pas dans la norme, est un sujet par excellence pour l'ENSTA Paris, qui est une école généraliste multidisciplinaire et multiphysique. Et c'est un terreau très fertile, avec des gisements interdisciplinaires importants et exploitables. Il y a de la théorie, il y a de la réalisation, du prototypage, de l'expérimentation, dans des orientations globales. Et c'est effectivement l'approche capacitaire qu'on veut avoir. Ce n'est pas uniquement de l'académique, c'est la DGA, la BITD, l'IP Paris. Donc l'idée, c'est d'exploiter des outils sérieux, garantis de modélisation et de simulation, allant jusqu'à la multiphysique. Donc je ne fais pas de pub pour eux, mais c'est parce que, encore une fois, ce point est absolument essentiel. Et l'idée, c'est de faire de la continuité numérique avec la DGA. Le programme Scorpion est un programme très intéressant. Je pense qu'il n'est pas entièrement épuisé en termes de retour d'expérience. Il y a un très gros sujet qui est l'analyse des données, le big data. La communication entre les différents engins reste à analyser de ma connaissance. Quand on prend un GTIA et plus qu'un GTIA, toutes ces communications-là peuvent être encore optimisées de manière générale. Ça a été mentionné et rappelé, les vues existantes qu'on utilise devraient pouvoir être enrichies avec les aspects multiphysiques. Et pour le monde académique, lorsqu'il s'agit de faire de la planification de trajectoire ou d'essayer de modéliser des aspects, ils doivent se mettre dans des scénarios opérationnels style NOV de la DGA. La robotique, c'est une caisse de trésor qui n'a pas encore fait sa jonction, son mariage avec l'ingénierie système. Il faut se baisser pour ramasser. Donc avoir la double compétence ingénierie système et robotique, c'est quelque chose que l'ENSTA développe,
qu'elle a en termes de potentialité, dans lequel on va essayer de puiser au maximum tout ce qui est exploitable. Je vous remercie et je passe la parole à mon éminent collègue. Merci beaucoup Omar Hamami. Nous allons maintenant accueillir David Filia. Alors David Filia, il est professeur de l'ENSTA Paris et c'est aussi le directeur scientifique du CIEDS. Alors David Filia, c'est un spécialiste en intelligence artificielle, en robotique. Il travaille au sein de l'unité informatique et ingénierie des systèmes, U2IS. Et puis il est aussi l'organisateur d'un challenge étudiant sur les essaims de drones qui d'année en année prend de plus en plus d'ampleur et je crois qu'il va nous en parler tout à l'heure. Merci Arnaud. Donc bonjour à tous. Donc je voulais prendre 20 minutes pour parler du contexte. Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon. Bonjour à tous. Donc je voulais prendre une vingtaine de minutes pour vous présenter un petit peu le contexte de la chaire. Donc je vais raccourcir pour vous laisser un peu de temps à la pause. Donc je voulais vous dire quelques mots sur le laboratoire de l'ENSTA qui est impliqué dans cette chaire, sur une des actions qu'on fait qui peut avoir un lien avec cette chaire, et quelques mots sur la fiche de poste qu'on a ouvert du coup à l'U2IS avec le financement de cette chaire. Donc j'appartiens à un laboratoire qui s'appelle l'U2IS, donc le directeur du laboratoire est Goran Frezeux. Donc c'est une unité où on est en gros une cinquantaine de personnes, 16 enseignants-chercheurs permanents, des postdocs, ingénieurs et des doctorants. Donc on est structuré en deux équipes. Une équipe, alors c'est un laboratoire qui fait différentes choses, beaucoup autour de la robotique et des systèmes autonomes. Donc une équipe qui s'appelle Système autonome et robotique, et une équipe sémantique des systèmes hybrides qui est plus sur la partie fiabilité et vérification de ce type de système. Peut-être juste un point particulier sur ce laboratoire, on est assez proche d'applications industrielles, beaucoup de collaborations et de partenariats industriels, beaucoup de tests chiffres, de projets communs, de contrats et de prestations avec des industriels dans différents domaines, donc dans les domaines de la défense pour un certain nombre, mais pas seulement, pas mal de collaborations dans le domaine de l'automobile et puis des choses sur l'interaction homme-robot aussi plus particulièrement. Donc la thématique globale du laboratoire, c'est des différents travaux, axes de recherche autour de la conception des systèmes autonomes. Donc on travaille sur les méthodes de conception, donc ça Omar vient vous les présenter plus en détail, mais on a aussi beaucoup de thèmes de recherche sur la fiabilité de ces systèmes, et puis sur les différentes briques qui vont être incluses dans ces systèmes, de la perception, de l'apprentissage, de l'IA, d'une manière générale. Donc voilà, avec beaucoup d'applications, donc pas mal d'applications dans le domaine automobile, en transport, des applications en robotique dans différents domaines, pour la défense, pour l'interaction de robots, pour la santé, et puis quelques applications dans le domaine de l'énergie. Et puis on est aussi responsable de toutes les formations de l'ENSTA, et puis on collabore dans un certain nombre de formations au niveau de l'Institut Polytechnique de Paris, ou d'autres écoles dans ces domaines-là. Donc Omar vous a parlé de la partie ingénierie système, mais il y a également toute la partie informatique, perception, apprentissage, machine learning, etc. Donc les grands thèmes de recherche, donc on vous a beaucoup parlé de l'ingénierie système et de la partie système embarqué. On a toute une partie sur la simulation et la sûreté pour ces systèmes-là. Différentes fonctionnalités dans les systèmes qui intègrent, enfin dans les systèmes autonomes d'une manière générale, donc toute une partie sur la navigation, le contrôle, le guidage. Une partie sur la vision, l'IA, le traitement de données en général, ça peut être du LIDAR, ça peut être de la vision. Une partie sur l'interaction homme-machine, donc c'est plutôt orienté santé, interaction homme-robot pour la santé, mais il y a d'autres applications, par exemple sur la navigation, sur l'automobile, et puis quelques activités aussi en communication, cybersécurité. Je voulais mettre en avant rapidement l'orientation défense qu'on développe de plus en plus ces dernières années, notamment au travers de la mise en place en cours d'une plateforme multi-robot hétérogène. Donc l'idée, c'est d'avoir une zone d'expérimentation proche de l'ENSTA, notamment une grande volière de drones qu'on est en train de mettre en place, qui sera vraiment quelque chose d'assez grand, et une flotte de robots assez variés, donc des robots terrestres, des drones, sur lesquels je vais revenir après. Donc bon, l'idée, c'est de soutenir évidemment tous nos projets de recherche, d'impliquer aussi les étudiants, les élèves, pour qu'ils puissent venir faire des expérimentations en réel, et puis d'ouvrir ça à des partenaires pour travailler
donner accès. Donc on est notamment beaucoup en contact avec l'ONERA pour cette volière de drones et puis d'autres partenaires industriels potentiels. Et voilà, et donc ça soutient des activités qu'on a sur différents projets de recherche qui peuvent être par exemple le Challenge Cooma, sur lequel je vais revenir rapidement, ou un projet sur la navigation autonome subventionné par l'AID via l'ANR qui s'appelle Mobilex. Voilà, donc les robots qu'on utilise, dont on dispose actuellement, donc il y a des robots Barracuda qui sont faits par Shark Robotics, donc c'est le support du projet Mobilex, donc on en a un qui nous est prêté par Mobilex et on en a acheté deux de plus. On a des drones Hexadrone, si je me rappelle bien, voilà. Tundra, qui sont des gros drones qui font 1m80, on en a deux. Et puis toute une flotte de plus petits robots, donc on a des Husky, c'est les petits robots jaunes, ici on en a 4. Et puis des différents drones, beaucoup de parottes, Anafi et AI. Voilà, et donc ce matériel nous permet de faire différents projets, notamment d'aller se confronter un peu à la réalité du terrain, parce qu'on reste quand même très académique, mais voilà, on est très conscient de la marche qui reste à franchir après pour aller sur le terrain. Et donc on participe notamment au Challenge Cooma, organisé par l'Armée de Terre et le Battle Lab Terre, où on a des mises en situation, alors assez simplifiées, hein, les cibles à détecter sont des cubes rouges, donc ça reste raisonnable de ce point de vue-là, mais tous les problèmes de navigation, de collaboration, de prise en main, de communication auxquels on se confronte voilà, un peu directement. Donc c'est dur pour nous, c'est difficile d'avoir des plateformes qui marchent, d'avoir un système. On n'a pas forcément eu des résultats mirifiques au dernier challenge, mais ça nous permet justement de construire cette plateforme et de mettre en place ce qu'il faut pour qu'on puisse faire ces expérimentations de manière raisonnable et efficace. Dans les actions formation, donc là ça se fait une action qui se déroule au niveau du CIEDS dont je m'occupe. Et je voulais mettre ça en avant comme un exemple de quelque chose qui pourrait évoluer et aller plus vers l'ingénierie des systèmes. Donc c'est une compétition sur les essaims de drones qu'on organise pour les étudiants de IP Paris et c'est ouvert aux autres écoles de la défense. Où l'idée c'est de donner aux étudiants un problème, donc là c'est du search and rescue, donc il faut trouver des blessés dans un environnement, les ramener, les faire sortir de cet environnement. Donc ce challenge il a beaucoup évolué avec le temps, on a fait des versions avec des vrais drones, on a fait des versions avec des simulations réalistes, en ROS, etc. Ça reste très très difficile d'accès pour les étudiants, et donc du coup là on a arrivé à une version où on a un simulateur qui est assez simple, ça se programme en Python, c'est très simple, mais on a fait une simulation suffisamment réaliste pour que les étudiants puissent se confronter quand même à des problèmes de navigation et de difficultés de bruitage de capteurs, par exemple, qui soient assez réalistes. Donc ça a lieu chaque année, l'édition actuelle vient de se terminer, la finale était le 14 mars. On a eu 10 équipes qui ont soumis une solution finale, sachant qu'il y en avait beaucoup plus qui avaient commencé la compétition en début d'année. Mais c'est un challenge qui reste quand même assez compliqué pour arriver jusqu'au bout. Donc en deux mots, le scénario, c'est on a un essaim de 10 drones, qui sont des drones identiques. Donc c'est un essaim homogène. On doit programmer les drones pour explorer un environnement, trouver des blessés et les ramener à la sortie. Donc ils ont des capteurs assez haut niveau, j'y reviendrai après. Et il y a des zones de difficulté spécifiques dans ces environnements. Donc ils ont des GPS qui peuvent être brouillés, ils ont des communications qui peuvent être brouillées, et ils ont des zones dans lesquelles les drones vont être détruits, donc il faut proposer des solutions qui sont robustes à tous ces problèmes-là. Et donc la simulation, voilà, c'est en 2 dimensions, hein, c'est un peu cartoonesque, mais il y a des capteurs assez réalistes, il y a des capteurs de distance, il y a des capteurs de vision, en gros, qui détectent les personnes blessées, les zones de secours, et puis un GPS avec un bruit assez réaliste et des zones de perte de GPS dans lesquelles on n'a plus du tout accès à cette localisation. Et il y a un système de communication, pareil, avec une portée limitée, et qui peut être bruité et coupé dans certaines zones. Voilà, et associé à ça, il y a tout un système d'évaluation automatique qui permet, donc les étudiants programment, ils lancent le truc et ça leur donne leur score dans différents environnements, surtout le nombre de blessés ramenés, le taux d'exploration, etc., etc. Voilà, donc la finale de cette année a eu lieu la semaine dernière. Donc on a eu 10 équipes participantes, les 3 gagnants. Donc les premières équipes étaient de l'ENSTA Paris, la deuxième de Télécom et la troisième de l'ENSTA. Et juste une petite vidéo sur ce que ça donne. Donc, on les évalue sur une carte qu'ils ne connaissent pas, sur laquelle ils n'ont jamais travaillé. Ils nous envoient leur code et c'est nous qui le faisons tourner. Donc voilà la carte, c'est une espèce il y a une maison en gros avec des arbres et des garages dans lesquels il faut trouver les gens. Donc ça c'est la solution de l'équipe vainqueur de cette année. Donc la vidéo est un tout petit peu accélérée, mais ça ressemble à peu près à ça.
Voilà, donc vous voyez, ils ont programmé, alors il y a tout un système de cartographie, d'exploration, de détection des zones de danger pour les éviter et ne pas y tomber si c'est de la destruction. Et ensuite, il y a un système de répartition entre drones pour aller explorer partout et trouver tous les blessés. Donc ils ont une solution extrêmement performante. Alors un des trucs intéressants, c'est que par exemple, ils utilisent très peu la communication parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes de robustesse. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des solutions très rapides grâce à une communication, en utilisant beaucoup la communication, mais c'était très peu robuste et ça coinçait vraiment dès qu'il y avait des zones de difficulté, de perte de communication. Donc ils en sont venus à une solution qui utilise la communication, mais qui l'utilise pas trop et qui est finalement très robuste. Là, c'est une deuxième carte sur laquelle on les a évalués, avec une zone de difficulté qui détruit les drones quand les drones y rentrent. Et on peut pouvoir voir qu'ils ont bien réussi à gérer cette zone-là. Voilà, donc les drones partent, et quand les drones rentrent dans la zone rouge, ils sont détruits. Et donc voilà, on voit que les premiers drones tombent, et ils finissent par détecter, et puis faire le tour. Alors les problèmes de coordination multi-agents dans les zones confinées, ça reste très compliqué, mais ils ne se bloquent pas, ils finissent par sortir. Il y a des règles de priorité qui font que ça finit toujours par passer au bout d'un moment. Voilà, donc il y a un site web du challenge, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos, il y a plus de vidéos, il y a les scores de toutes les équipes de cette année, il y a tous les détails, il y a le code qui est en ligne disponible, vous pouvez vous amuser à programmer votre solution si vous avez un peu de temps. Voilà, et pour terminer, je voulais donc dire quelques mots sur le recrutement qui est en cours, donc pour la chaire, grâce au financement de la chaire à l'U2IS. Donc l'idée, c'est de s'appuyer en fait sur toutes ces forces existantes à l'U2IS, donc la partie ingénierie système que vous a présenté Omar en détail, toutes les recherches sur l'IA, la robotique, les systèmes autonomes, dont j'ai pas parlé ici, mais qui sont une des grandes forces du laboratoire, la partie interaction homme-robot qui peut être pertinente également dans le cadre de cette chaire, et puis sur une implémentation aéroterrestre de problématiques d'ingénierie système, ça peut se faire sur les robots et le système qu'on développe et qu'on a en place à l'U2IS. Et donc la fiche de poste, elle est orientée sur ces aspects multi-agents, donc système multi-agents, les problématiques de répartition d'autonomie entre les agents autonomes, les agents pilotés. Ça peut être les dessins de drones, mais ça peut être plus généralement, avec des applications, donc voilà, très concrètes, enfin très directes aux drones et aux robots, mais on envisage aussi de pouvoir appliquer ça, comme Omar l'a présenté, sur les simulations technico-opérationnelles, plus l'évaluation d'architecture, et sur les systèmes hétérogènes. Donc on peut étudier les répartitions de fonctionnalités, les répartitions d'autonomie entre différents agents, et travailler sur l'IA de ces répartitions-là. Voilà, et puis Omar l'a déjà mentionné, mais il y a déjà pas mal d'enseignements en ingénierie système à l'ENSTA, et voilà, le rôle du recruté, ça sera aussi de travailler à la coordination de ces différents enseignements, et puis de les rapprocher des problématiques de la chaire, d'utiliser des use cases qui pourront être proposés dans le cadre de notre partenariat. Voilà, je vous remercie de votre attention.